Bon, regardez New York Info, merci de nous rejoindre pour le plateau de l'invité. Ces derniers jours, les tons sont montés entre l'Iran et les États-Unis. Washington renforce sa présence militaire au Moyen-Orient, tandis que Téhéran développe de nouveaux armements capables de mener les forces américaines dans le Golfe. Malgré cette démonstration de force, les négociations sur le nucléaire se poursuivent. Les États-Unis exigent des restrictions strictes alors que l'Iran réclame pour sa part des garanties et la levée de toute sanction. On assiste dans ce climat à un équilibre fragile entre diplomatie et confrontation. Maître Eric Emmanuel Sosa, merci de nous rejoindre pour le décryptage de cette actualité. Merci pour l'invitation. C'est toujours très apprécié d'avoir de l'hospitalité quelque part. Merci de répondre donc à notre invitation. L'Iran et les États-Unis, on en parle. D'abord déjà, dites-nous, comment qualifierez-vous le niveau actuel des tensions entre les deux États ? Bon, disons qu'on n'a pas encore atteint le paroxysme, parce que pour l'instant on est dans une guerre rhétorique, on est dans une démonstration de force de part et d'autre, parce que les États-Unis positionnent un arsenal militaire impressionnant aux alentours de l'Iran, et l'Iran riposte pour l'instant passivement, bien sûr, en envoyant des signaux de développement de ses capacités militaires, notamment le développement de la fabrication massive de missiles très offensifs. Donc c'est pour l'instant l'équilibre des forces en présence, et on n'est pas encore, on va dire, à l'heure du compte à rebours, parce que à la fois dans l'entourage de M. Trump, il y a beaucoup de gens qui sont contre toute attaque de l'Iran, et M. Trump est le seul maître du jeu, et lui seul sait ce qu'il va faire, et très souvent, il est tellement imprévisible que ça peut être une décision de dernière minute. Donc il est très difficile de pouvoir dire aujourd'hui si demain, après-demain, dans 10 jours, comme il l'a annoncé, il y aura une frappe contre l'Iran. On n'a pas encore atteint le paroxysme, disiez-vous. Cela dit, on n'est pas encore réellement au bord d'une guerre ouverte. Non plus, c'est ça le problème. C'est-à-dire qu'en fait, on est dans un climat de tension, de tension diplomatique, puisque bon, il y a des négociations qui sont en cours. Ces négociations ont un terme tout à fait clair: forcer l'Iran à renoncer au développement de son arsenal nucléaire, et pour les États-Unis, diminuer un peu leur protection d'Israël, qui pour l'Iran constitue une menace. Bon, on se souvient de l'épisode de juin 2025, cette guerre de 12 jours qui finalement a été arrêtée, non pas par les Iraniens, mais par les Israéliens, parce qu'ils étaient à bout de leur capacité offensive, et c'est la raison pour laquelle ils ont arrêté. Donc c'est pas dit que cette fois-ci, malgré la volonté très affirmée de M. Netanyahou de provoquer la frappe des États-Unis contre l'Iran, on n'est pas encore sûr que les Israéliens sont tout à fait prêts à affronter une guerre qui pourra être une guerre beaucoup plus longue que ce qui était prévu. Et justement, parlons de négociations. Quels sont selon vous aujourd'hui les principaux points de blocage dans ces négociations autour de la question du nucléaire? Bien, alors les principaux points de blocage sont toujours les mêmes depuis le début de cette affaire. Ce n'est pas nouveau. Les États-Unis ont toujours fait, quels que soient les présidents des États-Unis d'ailleurs, un point d'honneur à vouloir atténuer les capacités de l'Iran à développer la bombe nucléaire. Parce que c'est de ça qu'il s'agit finalement, parce que bon, si vous voulez, pour un pays qui est parmi les deuxièmes producteurs de pétrole et le troisième producteur mondial de gaz, qu'ont-ils besoin du nucléaire civil? L'argument n'est pas très pertinent. Donc quand ils disent que c'est pour un usage purement civil, ce n'est pas très convaincant. Donc on pense bien qu'il y a une ambition d'un usage militaire de la capacité nucléaire. Le problème, c'est qu'on ne voit pas au nom de quoi on interdirait à un pays comme l'Iran de posséder l'arme nucléaire, puisque beaucoup de pays autour, Israël notamment, le possèdent. Donc pourquoi est-ce que Israël et ses alliés possèdent l'arme nucléaire? Donc l'Iran, préventivement,
veut posséder l'arme nucléaire. Il viendrait à l'idée de personne d'aller attaquer aujourd'hui la Corée du Nord. Donc l'Iran se dit, mais si Kim Jong-un a réussi à se faire protéger grâce à l'arme nucléaire, j'ai intérêt à l'avoir aussi parce que je suis entouré d'ennemis et il me faut cette protection-là pour être sûr de pouvoir garantir ma paix et ma sécurité. C'est la raison pour laquelle, pour l'Iran, c'est une question essentielle, existentielle même. Donc aujourd'hui, lui demander d'y renoncer contre aucune contrepartie finalement, c'est une demande qui est, à mon avis, difficilement acceptable. C'est un des points de blocage. L'autre point de blocage de l'autre côté, c'est Israël. Parce qu'en réalité, pour qui l'Iran représente-t-il une menace véritable, à part Israël? Parce que on a surarmé l'Irak contre l'Iran, et on a vu que la résilience iranienne a fini par prédominer et l'Iran a gagné la guerre, malgré le soutien massif donné à l'époque à l'Irak de Saddam Hussein par les Américains. Puis finalement, on a vu ce qui s'est passé, ils sont devenus envahisseurs de l'Iran en y implantant un chaos qui, encore aujourd'hui, continue de marquer durablement l'évolution de ce pays. Les États-Unis continuent de brandir les menaces, les sanctions contre l'Iran. L'Iran, de l'autre côté, demande des garanties. Justement, quelles sont ces conditions que l'Iran met sur la table? Mais justement, si vous voulez, pour un pays comme l'Iran, il faut quand même se rendre compte que l'Iran est un pays qui a une diplomatie, qui est une tradition vieille d'au moins 3000 ans. Hein. C'est un pays qui a une histoire, c'est un pays très particulier, qui a, par sa géographie, réussi à se protéger et qui a une population qui est extrêmement nationaliste. Donc, la population iranienne ne comprend pas pourquoi l'agenda politique de l'Iran doit être écrit à l'extérieur du pays. Donc, quel que soit, par exemple, le régime qu'on mettra en place, même si c'est un régime pro-américain, le nationalisme iranien fera toujours en sorte que ils continueront de vouloir se défendre dans cette sous-région. Donc, quelque part, je pense que pour les Iraniens, la possession de capacités de traitement nucléaire est non négociable. Traitement, j'utilise ce mot exprès parce qu'il a une certaine neutralité. Maintenant, on parle d'uranium enrichi au-dessus de 60%. C'est le problème et c'est l'obsession de l'Occident. Oui, mais maintenant, on a les traités de non-prolifération des armes nucléaires, mais ces traités sont violés constamment par les autres, ceux qui aujourd'hui veulent donner la leçon et veulent empêcher l'Iran de posséder l'arme nucléaire, sont ceux-là même qui, parce qu'ils le possèdent, finissent par devenir la menace principale contre la paix dans le monde. Ce n'est plus l'Iran. Donc aujourd'hui, vous avez vu, les Iraniens, ils disent une chose, si vous commencez, nous allons terminer. Les Dazibao sur la place de la Révolution à Téhéran disent « nous allons finir ce que vous allez commencer ». Donc, quelque part, ils n'ont pas peur. Ils ne vont pas renoncer. Donc, quelque part, la discussion qui est en cours actuellement sur le terrain diplomatique, on a peur qu'elle aboutisse à un impasse. Les Iraniens peuvent, comme ils l'ont fait à chaque fois, promettre de renoncer à l'enrichissement de l'uranium. Ils peuvent à chaque fois faire valoir l'argument de l'usage à prédominance civile de leur capacité nucléaire, mais à chaque fois par l'effet des changements de régime ou de la montée de la menace contre leur paix et leur sécurité, à chaque fois changer la donne et dire non, on ne voit pas pourquoi. On ne nous garantit pas la paix, mais on veut que nous contentons de paroles données, de promesses qui ne seront pas tenues par l'Occident. On leur a déjà fait le coup. Ce n'est pas la première fois. Et les États-Unis tiennent absolument à obtenir le renoncement de l'Iran à posséder l'arme nucléaire. Dans ce contexte, est-ce que le renforcement
du dispositif militaire dans la région, est-ce finalement un moyen de dissuasion ou est-ce que vraiment les États-Unis se préparent à une réelle intervention? Je dirais que c'est plus pour une opération de dissuasion que pour une intervention. Je m'explique. Tout le monde sait, tous les analystes sérieux, raisonnables, savent que si jamais les États-Unis déclenchent cette guerre, ils la perdront. Ils la perdront pourquoi? Parce que eux-mêmes n'ont pas la capacité pour tenir disons, une attaque de longue haleine. Ils n'ont pas cette capacité. Avec 11 porte-avions, dont plus de la moitié sont en maintenance, avec des hommes qui sont fatigués d'être tout le temps sur le champ de guerre sans jamais la faire, c'est une guerre d'usure des nerfs. Ils ont besoin, ces militaires et ces marins, de regagner de temps en temps leur foyer. Donc il y a une démobilisation, une démotivation telle qu'ils n'ont pas le personnel pour pouvoir mener une guerre de longue haleine. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que la classe politique américaine, je crois, en son entier, est contre cette guerre. Parce que Trump a été élu justement sur un agenda Make America Great Again. Make America Great Again, c'est s'occuper des Américains, de l'économie américaine. Pourquoi se mêle-t-on d'aller à chaque fois faire les gendarmes du monde? On a un front, le front ukrainien, qui n'est pas encore terminé. Ça fait 4 ans que Trump dit, moi quand je vais revenir au pouvoir, cette guerre je la termine en 24 heures. Il démontre qu'il n'en a pas la capacité. Donc maintenant il va ouvrir un autre front. Mais il veut la paix dans le monde en étant une menace pour la paix dans le monde. C'est totalement paradoxal et c'est la raison pour laquelle les hommes raisonnables, aussi bien du Pentagone que du Parlement, du Congrès, lui disent non, monsieur, on ne va pas le faire parce que disons, cet affrontement ne sera pas à notre avantage. Vous imaginez, si jamais le détroit d'Ormuz est bloqué, ça veut dire qu'on aura un pétrole le baril qui va monter très vite, au-delà de 130 dollars le baril. Les États-Unis ne pourront pas tenir. Parce avec leur consommation de à peu près 1 milliard de barils jour, l'économie américaine va être en crise aggravée et l'économie mondiale aussi ne supportera pas le contre-coup. Donc pourquoi créer un tel chaos pour l'Iran qui représente une menace, on va dire, somme toute relative? C'est là le problème et c'est ce à quoi on appelle de temps en temps, M. Trump a la raison, mais apparemment cet exercice n'est pas dans ses capacités tous les jours. Et Donald Trump visiblement déterminé à arriver à ce fin, selon vos analyses, quelles sont les stratégies alors justement de l'Iran pour faire face aux États-Unis aujourd'hui qui font tout pour renforcer leur présence militaire, notamment dans le détroit? L'Iran a déjà démontré. Bon, c'est vrai qu'ils ont une capacité militaire, notamment navale, qui est assez limitée. C'est vrai. Bon, il y a l'obsolescence des équipements, qui étaient des équipements soviétiques à l'époque, mais aujourd'hui, bon, l'Iran a quand même une force de frappe qui n'est pas négligeable. Ils peuvent, avec leur capacité militaire, les missiles à longue portée qu'ils ont, frapper sur les alliés au Qatar, parce qu'ils considèrent que le Qatar et les pays environnants qui sont alliés des États-Unis constituent une extraterritorialité. Donc, quelque part, en frappant une base militaire américaine au Qatar, ils font beaucoup de mal aux États-Unis. Bon, ils peuvent aussi continuer à menacer Israël, et frapper Israël fait partie toujours de leur stratégie. Donc, quelque part, la partie ne sera pas aussi facile pour les États-Unis s'ils clenchent une attaque frontale contre l'Iran. Maintenant, l'Iran a aussi des alliés. Il ne faut pas oublier que dans cette affaire, la Chine et la Russie sont en embuscade. Ils observent. Ils ne déclarent pas prendre parti officiellement, mais dans tous les cas, ils ne prendront pas le parti des États-Unis. Bon, quand il y a eu la guerre de 12 jours en juin 2025, l'attitude attentiste de la Chine et de la Russie a démontré que, quelque part, les forces en présence sont en train de se jauger et ils sont en train de se dire, bon, très probablement, quand ça va être finalement beaucoup plus évident que l'Iran est en train de perdre la face, à ce moment-là, nous allons venir nous-mêmes dans le jeu.
Pourquoi? Parce que pour la Chine... Mais justement, est-ce que les puissances comme la Chine ou la Russie pourraient, selon vous, influencer l'évolution de cette crise irano-américaine? Nécessairement, parce que pour la Chine, il y a l'affaire de Taïwan. Donc, ils se disent, bon, à un moment donné, on attend de voir les États-Unis affaiblis pour aller réasseoir notre pouvoir, notre souveraineté sur Taïwan. Donc, ce problème-là est entier et je pense que c'est un argument géopolitique important pour la Chine et c'est la raison pour laquelle la Chine est toujours en embuscade et se dit, je vais attendre de voir à quel niveau d'affaiblissement sera mon ennemi pour pouvoir déployer mes forces vis-à-vis de Taïwan. Pour la Russie, l'affaire ukrainienne est déjà un plat assez copieux au niveau de la capacité militaire de la Russie. C'est pas évident. On pensait que la suprématie militaire russe allait être tout de suite, disons, prédominante, et finalement, c'est pas ce qu'on voit. Donc, chacun se dit, on croit chaque fois que le plus fort va l'emporter tout de suite, mais souvent, le underdog, il a des arguments qu'on n'avait pas prévus. On sait comment on commence une guerre, on ne sait jamais comment on la continue et comment on la termine. Et la guerre russo-ukrainienne qui dure déjà plus de 4 ans exactement, oui. Hier le 24 février. Maître Éric Emmanuel Sosa, on le sait, la République islamique d'Iran sort d'une crise sociopolitique. Ces dernières années, le pays a perdu ses premiers grands leaders. La guerre des 12 jours dont vous aviez fait mention dans votre développement, on se pose la question, en cas de frappe américaine ciblée, à quoi pourrait ressembler alors la riposte iranienne? Elle pourra prendre plusieurs formes. Et malheureusement, c'est vrai, une riposte iranienne ciblera de première intention Israël. Et ensuite, les bases stratégiques américaines dans la sous-région. Ça, c'est vrai. Maintenant, il y a aussi, il ne faut pas l'oublier, les alliés informels, les proxys de l'Iran, que sont le Hezbollah, que sont les Houthis, qui sont aussi des forces supplétives que l'Iran peut utiliser pour créer le chaos. Au Liban, les Houthis au Yémen. Au Yémen, exactement. Donc, si vous voulez, c'est un rééquilibrage des forces. Mais quel rôle spécifiquement pourraient jouer ces alliés régionaux? En étant des forces d'appui, en menant des offensifs sous la forme totalement terroriste. C'est aussi une façon de faire la guerre. Et aujourd'hui, cette méthode érodée, notamment avec le Hezbollah, qui a régulièrement frappé au Liban et même en Syrie. Aujourd'hui, la Syrie essaye de se sortir d'une crise qui a duré longtemps. Les Alaouites essayent de faire en sorte que, à défaut de pouvoir être une force, disons, déterminante dans la zone, au moins se faire le moins d'ennemis possible. C'est aussi une façon de faire de la réelle politique. Le détroit d'Ormuz est souvent évoqué comme point stratégique. Qu'est-ce qu'il en est concrètement? Mais surtout, que pourrait-il se passer s'il était bloqué? Ce sera une crise mondiale. Alors là, pour le coup, ça ne sera plus une guerre au Moyen-Orient, ce sera une guerre mondiale avec peut-être, disons, moins d'effets létaux. Mais il y aura une crise économique qui va s'en suivre parce que 20% du volume du pétrole circule par le détroit d'Ormuz. Il y a une crise qui aura finalement un impact mondial. Nécessairement. Il y aura un impact mondial sans conteste. Oui. Alors, nous parlions tantôt des alliés, la Chine et la Russie. Quel regard portez-vous sur leur réaction en ce moment précis? Disons que la Chine appelle à la désescalade.
La Chine régulièrement intervient et demande aux États-Unis de faire preuve d'un peu de raison. Mais si vous voulez, comme on est dans un paradigme trumpien où tout est toujours imprévisible, parce que il fait la guerre contre l'avis de ses propres conseillers. Tout le monde autour de lui prédit un chaos économique si jamais il déclenche cette guerre. Mais on a l'impression que finalement c'est devenu pour lui une question d'ego, c'est-à-dire ne pas montrer au reste du monde qu'il serait un homme faible. Donc du coup, parce que quand on regarde les choses de près, pourquoi maintenant ? Parce que l'expérience de 2025, où il nous a dit qu'il a oblitéré toutes les capacités nucléaires de l'Iran. Alors s'il y a un an, même pas, il y a à peine 9 mois, vous avez déjà anéanti, comme il le dit, maintenant on sait que c'est une rodomontade, vous dites avoir anéanti ses capacités nucléaires. Et 9 mois après, vous voulez encore lui faire la guerre pour ses capacités nucléaires. Donc ça veut dire qu'avant, c'était un mensonge. Donc ça veut dire qu'en 2025, c'était du pipeau. Donc ça veut dire qu'il n'a pas affaibli, comme il le prétend, les capacités nucléaires de l'Iran. Donc, cette fois-ci, pourquoi le croirait-on ? Sur quel argument le croirait-on ? Voilà des gens qui ont envahi l'Irak sur la base d'un mensonge. On voit aujourd'hui qu'ils ont attaqué aussi le Venezuela sur la base d'un mensonge. Ils sont capables de faire la même chose en Iran. Le monde entier observe et se dit, mais non, les arguments qui sont avancés... Et peut-être aussi au Groenland. Oui, le Groenland, ils n'ont même pas besoin de mensonges. Il y va carrément avec ses grosses bottes en disant je le veux, ça m'appartient, je vais le prendre. Alors, vous voyez, quelque part, pour quelqu'un qui convoque une conférence sur la paix dans le monde, je me demande comment est sa définition de la paix. Non, mais si on se réfère à l'histoire, est-ce qu'on peut comparer la situation actuelle à d'autres moments de forte tension entre l'Iran et les États-Unis, peut-être un peu plus tôt, en allant dans les années 1970 par là ? Oui, en 1979, il y a eu une crise à peu près similaire. C'est à ce moment-là que les États-Unis sont apparus comme le grand Satan, d'après la rhétorique de l'ayatollah Khomeini à l'époque. Le grand Satan, c'était l'ayatollah Téléghani qui avait trouvé la formule. Et aujourd'hui, cette haine réciproque que ces deux... Pas de ces deux nations, pas du tout, parce que la nation américaine, à mon avis, n'a rien à en vouloir aux Iraniens, et réciproquement, les Iraniens, en général, sont un peuple relativement pacifique. C'est vrai que c'est des gens qui ont une culture historique. Vous comparez cela peut-être à une forme d'acharnement Oui, c'est un acharnement. C'est un acharnement de la part des États-Unis, parce que les Iraniens ont le droit de vouloir se protéger et se défendre. On défendra toujours leur droit à posséder l'arme nucléaire. On le défendra parce qu'on ne voit pas pourquoi ils devraient être, eux, exclus de cette capacité. Maintenant, la question est de savoir pourquoi faire, mais à des fins de dissuasion, comme la France, comme les États-Unis eux-mêmes, et comme la Russie, comme l'Inde. Alors, pourquoi pas l'Iran ? C'est la grande question. Alors, à chaque fois, quand on vient sur ce sujet, on se dit, mais non, il y a finalement des pays de seconde zone qui représentent une menace, et entre les mains de qui l'arme nucléaire serait plus dangereuse, et des pays qui sont des pays civilisés, propres sur eux, pour qui posséder la bombe nucléaire serait un acquis historique et légal. Non, mais les premiers qui ont utilisé l'arme nucléaire dans le monde, c'est les États-Unis. Et ils l'ont utilisé contre qui ? Contre un pays qui n'en avait pas, le Japon. Et les dégâts qu'ils ont faits continuent encore aujourd'hui, 80 ans après, de continuer à avoir des effets sur les populations à Hiroshima et Nagasaki. Alors, comment est-ce que ces gens-là vont donner des leçons de pacifisme aux gens ? Comment est-ce que ces gens vont s'arroger le droit de dire qui doit posséder l'arme nucléaire et qui n'a pas le droit ? C'est la raison pour laquelle le débat, en tout cas, si vous voulez, quels que soient les contours que le droit international décide d'aborder pour régler la question, il y aura toujours une question de légitimité. Ceux qui refusent l'arme nucléaire à l'Iran n'ont pas plus de légitimité. Donc, la question est pourquoi vous et pas nous ? En tant qu'Africain, parfois souverainiste, je me dis, mais oui, si jamais les Africains avaient la capacité, mais nous avons l'uranium au Niger. Si nous décidons de monter une
armée africaine dotée de capacités nucléaires. Justement, j'allais poser la question en tant qu'Africain, comment est-ce que cette guerre autour de l'arme nucléaire, comment est-ce que vous l'interprétez? Sinon, comment est-ce qu'elle devrait interpeller les leaders africains? Mais elle devrait les interpeller parce que, justement, c'est à ces moments-là que, vous voyez, on se rend compte qu'à chaque fois, on est à chaque fois en train d'avancer sans vision. Et la vision serait quoi? Bon, si le Niger seul veut développer l'arme nucléaire, ce serait une catastrophe. Économiquement, elle n'en a pas les moyens. Militairement, c'est difficile. Scientifiquement, il faudra déployer beaucoup de moyens que le Niger n'aura pas. En revanche, si on réfléchit à la chose de façon panafricaine en disant que nous avons besoin non plus de faire des guerres et de nous protéger, le Mali contre le Burkina Faso, bon là maintenant ils sont dans l'AES, mais le Mali et le Burkina Faso se sont fait... Pour vous, il y a un réel besoin d'en posséder une. Mais nous aussi, nous avons besoin de nous protéger contre le danger que représenteraient des impérialistes contre nous. Parce que, figurez-vous qu'il y a des gens à qui il titille l'esprit de venir réenvahir l'Afrique parce qu'ils estiment qu'ils ont des choses à venir y prendre et que les Africains les en empêchent aujourd'hui et ça leur fait mal. Donc, contre cela, ne serait-ce que commencer à penser à nous protéger, ce serait une vision panafricaine beaucoup plus proactive que je saluerais. Vous parliez du secteur pétrolier. Quels seraient, dans l'ensemble, les impacts économiques mondiaux immédiats d'une escalade militaire dans la région du Moyen-Orient, toujours dans le regard d'un Africain qui est vraiment concerné par la situation actuelle? Oui, il y a une crise majeure de l'énergie. Et vous voyez, à chaque fois, nous avons sous nos côtes des milliards de tonnes de pétrole et nous sommes en train de dépendre. Le simple golfe de Guinée regorge suffisamment de ressources pour produire et alimenter la consommation de tous les pays du cordon facial du golfe de Guinée. Bon. Et pourtant, normalement, s'il y avait une crise pétrolière dans le monde, ça ne devrait pas nous concerner. En tout cas, ceux qui sont sur le corridor du golfe de Guinée. Bon. Et pourtant, on est en train de dire que ce qui va se passer dans le détroit d'Ormuz va avoir des conséquences sur notre consommation pétrolière. Alors ça devrait nous faire réfléchir et ça devrait nous faire comprendre que finalement, on est en train d'avancer à contre-courant. Parce que, regardez, quand on parle de crise pétrolière, la ville de Lagos utilise 5 fois plus, rien que la ville de Lagos, que l'entièreté du Togo en un an. La ville de Lagos. Donc, quelque part, nous avons de quoi produire pour nous-mêmes et alimenter tous les pays de l'Hinterland, sans avoir besoin de dépendre de quelques zones que ce soit, en crise ou pas en crise. Ce n'est pas notre problème. Eh bien non, on se vit toujours comme étant finalement biberonné par l'Occident qui ne demande rien qu'à nous entasser encore davantage dans la misère économique et scientifique, parce que nous le voulons bien. Il faut sortir de la malédiction de Berlin. Il faut sortir de ça. C'est-à-dire qu'en fait, nous ne pouvons pas à la fois nous plaindre de quelque chose et enchérir les conséquences. Berlin a été une cause grave d'une maladie. Vous faites ainsi référence à la prise en compte des frontières entre les États africains. Absolument. Oui, mais quand on a dit que ce sera... Parce que, bon, au moment en 1963, quand il y a eu le club de Casablanca et le club de Monrovia, il y avait toujours cette vision antagoniste de ce que serait le panafricanisme. Et je pense que Julius Nyerere a fait des excuses à Kwame Nkrumah parce qu'on a mal compris Kwame Nkrumah. Lui disait, non, mais c'est tout de suite, maintenant, supprimons les frontières. On devrait y arriver. Dites-moi, attendez, toutes les fois que je traverse la frontière togolo-ghanéenne, je suis outré, scandalisé, parce que le comportement des agents de l'immigration, aussi bien togolais que ghanéens, est totalement anti-panafricain. Allez au Bénin, vous rencontrerez les mêmes difficultés administratives, notamment. C'est-à-dire qu'on a fabriqué des fonctionnaires qui n'ont pas évolué beaucoup
depuis Et là, nous sommes entre la logique coloniale. Alors que nous sommes une même communauté, oui, la CEDEAO. Non, mais on est d'abord entre États appartenant à une même communauté. On avait fait aussi le Conseil de l'Entente à l'époque, mais ça n'a servi à rien sur les populations et il n'y a aucune retombée positive sur la liberté de circuler des gens. Alors quand on embête des étudiants qui veulent s'inscrire à l'université parce qu'ils sont béninois, parce qu'ils sont nigériens, etc., mais c'est un scandale total. Et c'est la raison pour laquelle je dis non, il faut vraiment qu'on retourne dans les têtes et qu'on les retravaille complètement parce que on a été empoisonné par des logiques qui ne sont pas les nôtres et qui ne devraient pas être celles de nos enfants parce que bon là la terre de nos aïeux merci mais maintenant quelle terre on va laisser à nos petits-enfants, ça devient une préoccupation importante. Pour revenir donc à la question au sujet de la crise entre l'Iran et les États-Unis, pour conclure, selon vous, quel scénario aujourd'hui vous semble le plus probable? Un statu quo, un accord à conclure ou finalement une confrontation? Bien, écoutez, j'ai la faiblesse de me définir comme un homme de raison et je pense que le statu quo devrait être au moins un moindre mal parce qu'il permettrait d'envisager des possibilités de négociation futures. Puisque nous sommes finalement confrontés à quelque chose qui est imprévisible, et je dis ce quelque chose, c'est ce qui se passe dans la tête de M. Trump. Et tous les matins, il peut déclencher une guerre partout dans le monde, partout où ses envies et ses forces peuvent le mener. Donc c'est pour ça que nous sommes en danger. Sinon, la prévision était simple à faire. On ne comprend pas pourquoi des gens aussi raisonnables que les Iraniens et les Américains, on va dire, les Américains, pas les zélotes de M. Trump, mais les Américains ordinaires, devraient accepter que cette situation devrait trouver une solution pacifique. En un mot, et face à ce statu quo que vous souhaitez, quelle devrait être la posture de l'Afrique? Comme d'habitude, elle n'a rien à dire, parce qu'elle ne veut même pas prendre part au débat. De l'Afrique. Attends, quelle Afrique on parle? La CEDEAO ou l'UA? L'Union africaine. Oui, mais l'Union africaine. Vous l'avez entendu même émettre un son par rapport à ce qui se passe? Ne serait-ce que pour dire, mais non, mais écoutez, Monsieur Trump, s'il vous plaît, arrêtez vos rodomontades, arrêtez de menacer le monde. Non, l'Union africaine est inexistante. Elle l'est devenue politiquement, et à un moment donné, il faut se poser la question de son utilité. Parce que si c'est tout le temps pour aller faire des galas une fois par an en réunissant les chefs d'État, ça ne sert rigoureusement à rien. Là, finalement, toutes les organisations sont concernées puisque les mêmes reproches sont également formulés vis-à-vis de l'ONU. Oui. Absolument. L'inaction. Oui, l'inaction, exactement. L'inaction. On a l'impression d'être en face d'institutions démonétisées qui n'ont finalement aucune capacité réelle, qui sont réduits à faire des discours et à formuler des vœux pieux. C'est malheureux. Merci, Maître Éric Emmanuel Sosa. Vous êtes avocat au barreau du Togo. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, c'est toujours un plaisir. Merci à vous également de nous avoir suivis dans l'invité du jour sur Nihon Info.